De retour sur la libre antenne pour cette dernière partie consacrée aux questions, toujours avec Bassam Taham sur la Syrie. Donc on a pu, pour synthétiser tout ce qui a été dit depuis le début, je pense qu'on a posé tout l'environnement historique, politique et culturel aussi qui a amené à la situation actuelle et comprendre les origines profondes de Daesh, de cet État islamique et des enjeux qui se jouent encore jusqu'à aujourd'hui avec, on le sait maintenant, les interventions donc, de l'armée militaire russe qui envoie des troupes, des Iraniens, et puis scoop aussi, visiblement il y aura peut-être des Chinois, hein, tu me disais, peut-être... Alors, vous voyez, en deux mots, l'intervention russe aujourd'hui, c'est pour démasquer la comédie des Américains et de la coalition contre Daesh. Que ça fait 1 an et quelques mois, vous n'avez rien fait. Nous autres Russes, on va créer une nouvelle coalition et on va nettoyer la Syrie de Daesh parce que c'est aussi un danger pour la Russie. Et c'est là où les Américains sont pris à leur propre jeu. Parce que là, il faut qu'ils fassent quelque chose. Sinon, ils ont vu que Poutine, lui, quand il dit qu'il veut faire la guerre, il fait la guerre. Ils n'arrêtent pas de savonner la planche des Russes par derrière, parce que j'ai vu qu'ils ont forcé, ils ont voulu empêcher l'Irak d'ouvrir son espace aérien aux avions russes pour les empêcher d'atterrir. Ils avaient fait la même chose avec la Grèce, ils font la même chose avec la Bulgarie. Voilà, donc ils savonnent la planche en plus aux Russes de partout pour empêcher ça, quoi. Mais si vous voulez, comme il y a la voie maritime et que la guerre se joue aussi par symbole. Poutine a envoyé le plus grand sous-marin du monde de l'histoire des guerres, un sous-marin qui porte 200 ogives nucléaires, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, bon, on a vu bien des avions russes, 4, une patrouille au-dessus de l'attaquer. Donc, je pense que les Américains auront... l'intervention de Poutine donne du fil à retordre aux Américains et aux Français. Maintenant, quant à l'intervention française, c'est peut-être que aussi on a cédé à une pression américaine pour dire qu'on est là avant que les Russes n'arrivent. Maintenant, tout ce que je souhaite, honnêtement, c'est que un des Rafales français ne soit pas abattu par un S-300 des Russes. J'espère. Et j'espère que vraiment on comprenne qu'il faut arrêter ce jeu-là. Parce que c'est le peuple syrien qui en paye les frais, les pots cassés, et pas toutes ces forces étrangères qui interviennent. Enfin, c'était malheureux pour le pilote jordanien, vous vous souvenez. Mais bon, je crois que là, c'est un coup de semence de la part de la Russie. Et c'est bien joué. J'applaudis Poutine, sans hésiter. Alors pour les Chinois, oui, je n'ai pas répondu. Pour les Chinois, vous savez que dans les attentats commis, des attentats islamistes, j'entends, en Chine, apparemment, il y aurait des Chinois ouïghours, donc de la minorité turque, qui venaient d'Alep, qui ont fait un stage d'entraînement en Turquie, qui se sont battus à Alep, qui se sont rendus en Chine. Donc, ça donne une raison aux Chinois de s'allier aux Russes et aux Iraniens qui sont déjà à l'attaquer. Ceci dit, les Chinois connaissent bien la Syrie, parce que les plus gros contrats qui allaient être signés avec la Chine juste avant le printemps arabe, c'était donné à des sociétés chinoises pour produire de l'énergie solaire dans le désert syrien. Donc ça ne m'étonnerait pas que d'ici quelques semaines, on entend parler après le 28 septembre, date à laquelle va intervenir, je crois, Poutine aux Nations Unies, une intervention chinoise, officieuse, officielle. En tout cas, la Chine est invitée à ce concert des nations face au problème de Daesh et de l'État islamique. Ça va encore donner
une dimension encore plus de guerre mondiale, enfin, exact. En tout cas, là, d'un conflit vraiment... Mais on est dans la guerre mondiale, on est déjà, sauf que les guerres mondiales ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, tenez, il y a une guerre en Ukraine, on ne peut pas le nier, la Libye est détruite, le Yémen aussi, on n'a pas parlé du Yémen, c'est ça, ce sera pour une autre fois. Touchons un petit mot quand même sur le Yémen. Alors, pour le Yémen, bon, ce sera votre question avant, voilà, avant celle des éditeurs, j'en pose une. Qu'est-ce qui se passe au Yémen? Si vous voulez, au Yémen, à mon sens, le roi qui vient de débarquer est un peu mégalo. Que les rois précédents ne se sont pas attaqués directement à l'Iran. Lui va s'attaquer à l'Iran. Après s'être attaqué à l'Iran en Syrie, il va s'attaquer au Yémen. Soi-disant, les Haïdites, chiites, parents des duodécimains iraniens chiites, même si ce n'est pas la même théologie ni le même dogme, ils sont aidés par l'Iran selon le royaume saoudite, donc il faut détruire l'Iran. Mais, moi je crois que c'est un piège tendu par les Américains. Comme ils ont poussé Saddam en lui disant « tu peux prendre le Koweït, ça ne pose pas un problème pour la sécurité et les intérêts américains ». Ils le font pour l'Arabie saoudite, parce que c'est programmé. Les Américains veulent détruire l'islam de l'intérieur, puis ils ne peuvent pas être éternels, ces Saouds. Les États-Unis, l'Occident ne peut pas toujours soutenir l'infamie, soutenir le non-respect des droits de l'homme. Ils les exploitent, ils tirent bénéfice du pétrole, mais tout le monde sait que le pétrole va connaître encore une chute parce que tout le monde finalement peut fabriquer du pétrole ou en avoir, et à bon prix. Donc, c'est fait pour saigner à blanc le royaume saoudite parce que ça coûte des milliards, cette guerre au Yémen. Et puis, en s'attaquant au Yémen, ils ouvrent une plaie incurable entre les Yéménites et les Saoudiens. Parce que 2 provinces sud du royaume saoudite appartenaient au Yémen. La ville de Najran, la ville de Jizan ou Jazan sur la mer Rouge, toute la province du Asir. Alors qu'on retrouve ces communautés chiites qui sont persécutées. Là, il y a des haïdites, mais pas forcément. Mais c'est des gens qui ont peut-être un sentiment national. Les chefs des tribus ont été achetés par les kilos d'or des rois successifs du royaume saoudite. Mais il y a un sentiment yéménite, surtout chez les nord-yéménites, qui, d'ailleurs, le Yémen du Nord n'a jamais été conquis par quiconque à travers l'histoire. On l'appelle le tombeau des Ottomans. C'est un pays de montagne. Évidemment, les Anglais se sont installés à Aden, c'est la côte. D'ailleurs, c'est un navire américain qui a débarqué les forces terrestres, mais sous pavillon émirati. Là. Donc, le Yémen, c'est une longue histoire, c'est une guerre faite pour durer. Là, le royaume saoudite va s'épuiser, va perdre son argent, sûrement. Et moi, je crois, dans mes anticipations, que les Saouds vont connaître la faillite. Bientôt, c'est pas... Mais ils sont sur la touche. C'est un régime qui pourrait s'effondrer, quoi, clairement. Sûrement. Je conseillerais aux Saouds de prendre leur prince rouge, Talal. Talal, c'est lui qui est le père de Walid. Walid, un grand homme d'affaires, un businessman au niveau international. Et c'est des gens ouverts d'esprit, qui ont su évoluer. C'est pour cela qu'on appelle le prince Talal le prince rouge. Parce qu'il ne partage pas vraiment la doctrine wahhabite. Il est issu de Abdelaziz, mais c'est le fils infidèle, quoi, au clan. Hein. Et c'est la seule issue. Si le royaume saoudite ne connaît pas un changement au niveau du dogme wahhabite, il est condamné à disparaître. D'ailleurs, vous savez, le roi Abdallah de Jordanie prend de plus en plus d'importance parce que comme c'est ses parents qui occupaient la Mecque avant l'entrée des Wahhabites et des Saoudiens qui ont chassé les Hachémites de la Mecque,
Et en lot de consolation, on a créé à Hachemid un État tampon, voilà, à la frontière d'Israël pour être sûr qu'ils n'attaqueraient pas Israël et qu'il n'y aurait pas d'histoire. D'ailleurs, à un moment donné, les Israéliens voulaient déloger tous les Palestiniens de 48 en Jordanie. Oui. Leur dire la Jordanie c'est un pays artificiel, c'est en fait des Palestiniens. Bon, vous voyez que c'est pas si simple. Voilà, mais je te promets, je viendrai parler de l'Arabie Saoudite, sa faillite prochaine. Ok, on se donne rendez-vous. Et le Yémen. Alors, on va reprendre les questions du public, parce que les métanotes, ils sont au taquet. Alors, on me dit par exemple, qui sont les personnages qui ont tenu la règle en 1916 pour tracer les frontières géographiques du monde arabe? C'est qui a tracé ces frontières géographiques? Alors, il y a eu plusieurs. Il y a eu Versailles, Saint-Rémy, Lausanne, plusieurs conférences internationales. Mais en gros, ils ont suivi Sykes-Picot. Et il y a évidemment le grand traité de Sèvres. Mais malheureusement, si vous voulez, dans le traité de Sèvres, c'est ce qui donne une légitimité, par exemple, aux Arméniens ou à un État chrétien. Parce que les frontières syriennes, tout ça, ça remonte à Sèvres. D'accord. Et alors, il y a tout un problème. Est-ce que les autres conférences peuvent rendre caduc le traité de Sèvres? Parce que si vous rendez caduc le traité de Sèvres, du coup, les frontières de Syrie et du Liban ne devraient même pas exister, puisque, oui, mais vous savez, on peut ergoter là-dessus. Mais en fait, ce sont des frontières que les peuples n'ont pas choisies pour eux-mêmes. Ça a été tracé à la héritage de la colonisation, clairement. De Sykes-Picot. D'accord. De l'accord entre les Britanniques et les Français qui se sont partagés sur cette région-là. Et qui visait à créer Israël aussi. Mais quand même, la Syrie a beaucoup perdu. Elle a perdu par 3 fois la frontière, a été reculée du côté syrien. Et tout ce ruban frontalier qui s'étend sur au moins 80, même 100 km jusqu'au contrefort du Taurus appartenait aux Syriens. Et c'était là aussi la petite Arménie, la Cilicie. Et là aussi, les Français ont cru bien faire, mais c'est aussi un crime. Ils ont pris les Arméniens en France ou ailleurs en les obligeant à quitter la Cilicie. Vous voyez ? Et d'ailleurs, l'État de Turquie moderne s'est fondé sur l'expulsion de tous les chrétiens. Ils ont expulsé les Arméniens, ils ont expulsé les Grecs. Il y avait je crois, combien 400 000, près d'un demi-million. Et c'est pour cela que cette Turquie est aussi artificielle que les États arabes, finalement. Vous voyez ? Moi, je crois, franchement, pour aller direct au but, je dirais Arméniens d'Arménie occidentale, Kurdes de l'Est de la Turquie, chrétiens, c'est le même combat. Il faut que la Turquie, mais on peut résoudre ça sans guerre. Si Erdogan était un peu intelligent, mais il pourrait profiter de tout ce dynamisme des Arméniens dans le monde et leur offrir à nouveau une région. Leur région, c'est leur territoire en autonomie. Ils ont fait pareil pour les Kurdes. En quoi ça le dérange que l'Est de la Turquie soit autonome et se gère et reste turc, rattaché au pouvoir central? S'il ne le fait pas, la loi de l'histoire va jouer contre lui. Ces Kurdes vont un jour ou l'autre être indépendants. Vous voyez ? Et c'est là où j'invite, moi, les fins politiciens arméniens à rejoindre les Kurdes et à faire des négociations dès maintenant. Sinon, comment ils veulent récupérer leur territoire en Turquie? Vous voyez, parce que tout l'est du lac de Van, c'était arménien. Ils ont détruit près de 1000 villes et villages dans le génocide des Arméniens. Et je vous ai dit, les Arméniens, sans vouloir encenser, on a vu les immigrés arméniens en Syrie en quelques générations, ils tenaient le haut du panier. Oui, alors semble-t-il, c'est quelque chose qui est à creuser, mais ce génocide arménien, il aurait été causé par la communauté qu'on appelle les Domnais, donc qui sont un peu une communauté d'origine juive, qui en fait a conservé sa tradition juive, mais pour pouvoir survivre dans l'Empire ottoman, séparé d'islam en disant... Voilà. Vous savez, moi, tout ce qui est relatif aux Juifs de Turquie, je connais très mal ce dossier, parce que j'ai lu exactement le contraire,
que ce sont les Juifs qui ont fait chuter l'Empire ottoman. Hein. Alors, vous savez, dès qu'on touche à des questions sensibles comme ça, il faudrait vraiment qu'on ait une investigation historique sérieuse que franchement je n'ai pas, je vous avoue. Et je ne pourrais pas répondre à cette question honnêtement. C'est trop complexe. Pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les Arméniens ont perdu leur territoire, ils sont parsemés dans le monde, et Erdogan a continué de les massacrer en Syrie. Le premier quartier chrétien à être bombardé, c'est Midab, à Alep. C'est le quartier des Arméniens. Les premières églises détruites, ce sont les églises. C'est le dispensaire Saint-Vartan, où on s'occupait, les Arméniens s'occupaient même des vieux musulmans. Vous voyez ? Parce que cette communauté arménienne de Syrie, elle est arrivée justement après le génocide. Après le génocide. D'accord. Ceci dit, la présence... Les Syriens ont accueilli ces Arméniens. Vous savez, la présence des Arméniens au Proche-Orient est très ancienne. Très ancienne, bien sûr. Mais il y a eu un afflux après le massacre, évidemment, le génocide des... Oui. D'ailleurs, le type arménoïde, c'est-à-dire le crâne plat, et le type des Syriens. Vous reconnaissez un Syrien au crâne plat derrière. C'est ce qu'on appelle le type arménoïde. Alors, est-ce que ça a un lien avec les Arméniens ? Je vous dirais, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Voilà. Enfin, je laisse aux spécialistes trancher cette question de type arménoïde. Alors, on me dit, une question, la définition du djihad, c'est le plus grand combat contre soi-même. Donc déjà là, il y a une récupération des frères musulmans. Parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai entendu sur le djihad, la définition en tout cas qu'on est donnée dans l'islam, ce serait un combat intérieur et que ça, en aucun cas il est appelé de prendre du Kalachnikov. Voilà. Les parties que j'ai traduites, que je n'ai pas encore publiées, mais que j'ai lues dans certains colloques, des épîtres de Hassan al-Banna, Hassan al-Banna traite de traîtres à l'islam ceux qui donnent cette définition du djihad. Ah d'accord. En disant que non, le djihad en islam, c'est la guerre sainte. Hein? Et on peut le lire à plusieurs passages. Dans trois épîtres, il y fait allusion. Et c'est pas ça. Pour lui, le djihad est une obligation. Et affirmer le contraire, c'est être ennemi de l'islam et falsifier l'islam. Donc, c'est clair. Ceci dit, quand on a traduit, il y a beaucoup de choses qui ont été édulcorées dans la traduction parce que... Mais moi, je suis pour la première interprétation. C'est la lutte contre soi-même. D'ailleurs, vous savez, la notion de djihad, selon les spécialistes de l'islam, elle a pris cette forme un peu à l'époque des croisades. Parce que le monde musulman s'est vu agressé par un ennemi venu de l'étranger. Et on a forgé la doctrine du djihad. Mais avant, elle n'existait pas. Ceci dit, au début de l'islam... Même pendant les croisades Non, pendant les croisades, justement, elle s'était forgée pour lutter contre l'étranger. Oui, d'accord. Mais là, vous comprenez, qu'est-ce qu'a fait Hassan al-Banna ? Il a inversé. Vous faites la guerre sainte, non quand vous êtes attaqué. Vous faites la guerre sainte pour conquérir le monde et répandre l'islam, la bonne parole. C'est pas tout à fait pareil. Ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Vous voyez, c'est une lecture de certains textes musulmans. C'est ce que, parfois, moi, vous voyez, il y a des gens, disons, de droite appuyés, qui commentent mon discours en disant que j'innocente toujours l'islam. Je dis, oui, mais l'islam, c'est pas ça. Alors, comme j'ai raconté aujourd'hui l'histoire du général Khaled, il y a beaucoup d'histoires, de textes qui sont ambigus. Mais vous savez, l'islam, ce sont les musulmans qui le font. Chaque religion, on dit il y a les textes, d'accord, mais ça dépend après comment ils sont lus, comment ils sont vécus, comment ils sont appliqués, comment ils sont interprétés. Hein? Et là, le Père Chéri parle de 700 communautés chrétiennes dans le monde, une fois que le christianisme a éclaté. Ben, vous prenez Laoust, Henri,
les schismes de l'islam, lisez. Il y a je ne sais combien d'islam. Un islam qui me plaît beaucoup chez certains chiites, c'est d'admettre que le calife peut être une femme. Chapeau bas. Ah oui. Ouais, voilà. Je vous renvoie Étonnant. aux travaux de Laouste, qui était collège de France, professeur au Collège de France, et qui était le premier directeur de l'Institut de Damas au temps du mandat français. Un des premiers, Laouste. Je crois que c'est le premier. Enfin, c'est important parce que l'Institut de Damas, c'est monumental ce qu'ils ont fait. Au niveau des manuscrits, au niveau... C'est ce côté positif du colonialisme. Vous ne pouvez pas dire... enfin, je vais défendre le diable. L'armée syrienne, son noyau, ça a été fondé par les Français. Les routes syriennes, ce sont les Français qui ont... L'État, le fonctionnement. Pourquoi la femme syrienne a été la première à voter parmi toutes les femmes musulmanes du monde? Parce qu'on était sous mandat français. Et la Syrie faisait partie de la France. Chose qu'oublient les Français. Oui. Qu'ils soient socialistes. Ils le savent pas souvent. Ou qu'ils soient socialistes ou comment ça s'appelle maintenant le parti d'ailleurs, les Républicains ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, le Liban faisait intégrante partie de la Syrie. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, que qu'est-ce ça. qui s'est passé un peu pour le Liban? Alors, le Liban, si vous vous reportez à Henri Lamince, un père jésuite belge, qui était l'aumônier des troupes du Levant, et qui était, j'ai ces deux ouvrages, ça s'appelle La Syrie, tome 1, tome 2. C'est introuvable maintenant. Enfin, j'invite les gens à aller trouver. Ce sont des conférences qu'il donnait aux militaires, aux administrateurs qui venaient au Liban et en Syrie à l'époque. Et alors il dit que on a voulu agrandir le Liban et créer un Liban face à une Syrie sunnite trop importante. Voilà ce qu'il dit. C'est passionnant, hein, comme interprétation. Et là, ce qui est en train de... Il faut rattacher ça au présent. C'est que peut-être que les Américains, ce qu'il y a en dessous, c'est qu'ils laissent cet État, ces frontières de Daesh se créer comme État sunnite face au bloc chiite d'Irak, vous voyez, et ils se disent, on va supprimer les têtes, arriver à un islam modéré, un État d'intérieur qu'on va contrôler, et ben, il y aura un ruban côtier pour les alaouites, des sunnites modérés, des chrétiens, vous voyez, c'est dans les papiers aussi du Pentagone, dans les cartes. Vous voyez. Alors le Liban, vous savez, à un moment donné, entre Liban et Syrie, il n'y avait pas de différence. Bah oui. Le château fort à Palmyre, c'était construit par Fakhreddin, un prince libanais, enfin libanais. Il était du Liban géographiquement, mais il commandait d'Alep au Sinaï. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas. C'était un prince arabe, musulman, voilà. Vous voyez. Alors, à un moment donné de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle le Mutasarrifiya, c'est-à-dire il y avait le petit Liban, c'est juste le mont Liban chrétien, et on nommait souvent un gouverneur ottoman arménien pour mieux comprendre la situation. Mais il s'est trouvé qu'en 1860, hein, je parcours à vol d'oiseau, hein, il y a eu un problème entre les maronites de ce mont Liban avec les Druzes. Les Français défendaient les maronites, les Anglais défendaient les Druzes. Ils se sont massacrés. Alors, on a dépêché un consul, des forces armées pour calmer le jeu. Ce sont les massacres de 1860 au Liban. D'ailleurs, il y a eu des massacres à Damas également, et c'est le prince Abdelkader qui a ouvert son palais pour recueillir les chrétiens. Vous voyez, de Damas qui était persécuté. Voilà, enfin, une période très noire de l'histoire du Proche-Orient. Donc, quand on a voulu créer le Liban dans ses frontières actuelles, d'abord on a agrandi, on a pris toute la côte, et pas simplement le mont Liban de l'époque Mutasarrifiya, ottomane, et on a ajouté la Beka. La Beka, c'est le dernier morceau qui a été rajouté pour faire ce qu'on appelle le Grand Liban.
Ce tracé de frontière n'a jamais été reconnu par la Syrie. On a toujours considéré que le Liban était une partie intégrante et intégrale de l'État syrien. Après l'assassinat de Hariri, Assad a fait une concession. Il a dit, bon, on reconnaît le tracé des frontières. Et ça n'a pas été signé et paraphé. Il y a eu le printemps arabe. Et nous y voilà. Maintenant, vous demandez aux chrétiens du général Aoun, aux patriarches maronite, au Hezbollah, à beaucoup de musulmans modérés, sunnites, ils vous disent, si Assad tombe, Daesh va déferler sur le Liban. Et personne ne pourra l'arrêter. Et ça, je crois que notre président Hollande l'a compris, je crois, et pas grâce à Fabius. Parce qu'à mon avis, ce qui a faussé le jeu, c'est que le président Hollande ait suivi Fabius dans son approche du problème syrien, et c'est là où on s'est planté. Je le dis et le redis. Voilà, enfin, on peut parler des heures aussi non, sur mais le bien Liban. sûr, bien sûr. Alors, on me dit, comment se fait-il qu'Assad n'ait pas fait appel plus tôt à un pays tiers, allié de poids, genre Russie ou Chine, pour juguler dès le départ du pseudo-soulèvement? Il y a un truc qui cloche dans l'affaire. Pourquoi, en fait, voilà, il se demande pourquoi c'est que ça n'intervient que maintenant, 5 ans après, quoi, le début du conflit. C'est-à-dire, au début du conflit, certains pensent que l'erreur d'Assad, c'est d'avoir été pacifique alors que les manifs ne l'étaient pas. Je m'explique. Vous savez, au début, Assad a caché le nombre des forces de l'ordre qui ont été tuées dès les premières manifestations, en disant « cool, on va négocier ». On va changer la constitution, on va vous faire participer. Mais c'est là où l'instrumentalisation de l'Occident a joué en reconnaissant le Conseil national syrien par la France. Puis, Clinton est intervenu en élargissant le Conseil national syrien à la coalition. Les amis de la Syrie, d'ailleurs, qui se sont évaporés, on ne les voit plus. Le nom était vraiment... Alors, au début, vous savez, l'armée syrienne a tenu bon. Hein. On ne s'attendait pas, ça c'est aussi une erreur, de tactique. D'abord, on ne s'attendait pas à ce que la Turquie soit aussi complice du côté des islamistes et du jeu de l'OTAN, des services secrets britanniques, de la politique officieuse et officielle de la France, de l'aide souterraine du Royaume saoudite, du Qatar, de la mainmise du Qatar et des pays, des monarchies du pétrole sur la Ligue arabe, de l'arrivée de Morsi au pouvoir. On ne peut pas. Donc, tout cela a joué en faveur des islamistes. Mais Assad a pu résister, il résiste encore. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il y a peut-être une erreur tactique, on gagnait une bataille. L'armée syrienne gagnait une bataille, mais elle se retirait. Du coup, ce qu'on avait gagné comme terrain redevenait quelques jours après islamiste. Puis, la tactique des islamistes était, je crois qu'aucun pays au monde ne peut les vaincre, à moins de détruire toutes les villes. Parce que les batailles, c'était de la guérilla urbaine. Ils allaient se nicher dans des quartiers. Alep, par exemple, toute la province d'Alep compte 6 500 000. Rien qu'à Alep, il y a 4 millions. Comment voulez-vous déloger des gens qui se sont infiltrés avec parfois un milieu couvert, c'est-à-dire qui aidait ces islamistes, où, à cause de la guerre, il y a eu un seuil de pauvreté jamais atteint en Syrie. Donc les gens étaient, bon gré mal gré, entraînés à prendre des fusils et à s'opposer à l'armée syrienne. Il y a eu aussi le rôle de la propagande médiatique internationale par Al Jazeera, toutes les chaînes qui montaient les gens contre Assad, contre les Alaouites, et qui ont transformé le problème en problème ethnico-religieux. Tout à fait. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'il y a eu de l'aide tout ce temps ? Vous savez, l'aide soviétique remonte à 1950 en Syrie.
c'est pas nouveau, puisque nous, on était sous mandat français. Quand les Syriens ont pris leur indépendance, l'Occident n'a jamais vendu d'armes à la Syrie, sauf la France à l'époque de Hafez el-Assad. Et il lui a vendu des choses électroniques. Ça, je peux témoigner. Il y a eu un moment de détente. C'est quand Valéry Giscard d'Estaing a été à Damas, Assad est venu en France. Vous voyez? Parce que, ben oui, on oublie tout ça. D'ailleurs, même avant le printemps arabe, il y avait un gros contrat pour rendre les musées, qui malheureusement n'existent plus en Syrie, un peu à l'image du Louvre. Mais son père, justement, Hafez el-Assad, lui, qui nous est présenté comme quand même le summum de la dictature, enfin à chaque fois qu'on nous cite le régime syrien, en tout cas le régime du père, pour le coup, de Hafez, beaucoup plus dur que le régime de Bachar, est-il vrai qu'il a massacré dans les années... Hama 82. Voilà. Laissez-moi vous dire un mot. Ah. Vous savez, ça aussi, c'est un faux problème qui est gonflé. Depuis notre indépendance en 1945, ce qu'on appelle l'évacuation des forces françaises, la fête de l'indépendance syrienne s'appelle la fête de l'évacuation. C'est-à-dire le dernier soldat français a quitté la Syrie. Bien. On a eu de cesse de nous envoyer des frères musulmans par le royaume saoudite et toute l'action des frères musulmans dans le monde pour provoquer des coups d'État, pour intervenir dans la politique syrienne. Quand un des bassistes d'Alep, Amin El-Avez, c'est pas Hafez el-Assad, hein, c'est un autre, il est sunnite d'Alep. Il y a eu une révolte à Hama à l'époque, avant 82. Qui c'est qui a bombardé les frères musulmans et qui a étouffé cette émeute dans l'œuf? C'est un sunnite d'Alep qui était le chef du conseil révolutionnaire qui tenait le pouvoir après la séparation de la Syrie de l'Égypte, c'est-à-dire le Baas au pouvoir. Ça, vous voyez, c'est la première fois que vous entendrez parler. Parce que l'histoire, on occulte ce qu'on veut, on montre ce qu'on veut, tout comme dans les infos. Vous voulez montrer qu'Assad est dictateur, vous n'arrêtez pas de marteler que Assad est dictateur, que voilà. Vous voulez au contraire écouter les différentes chaînes en fonction de ceux qui la possèdent ou la payent. La même information est traitée, à la limite, elle devient le contraire de l'information originelle. C'est un peu le téléphone arabe quand on jouait, quand on était petit. On dit un mot, 20 personnes après, on a tout à fait un autre. Ben, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé en 82, c'était à nouveau des islamistes, tout à fait, parce que frères musulmans, ça c'est connu, c'est les frères qui musulmans, ont pris les alaouites, qui les ont massacrés, qui ont massacré tous les chefs alaouites qui étaient tous les fonctionnaires, pas simplement les hommes, femmes, enfants, qui ont brûlé le siège du parti, qui se sont attaqués à des institutions publiques. Alors, c'est là où Assad a envoyé l'armée syrienne en leur disant « rendez-vous ». J'ai des gens que j'ai connus qui étaient dans cette armée, qui étaient face à Hama et qui m'ont raconté. Ils les ont sommés de sortir et de se rendre. Les autres, jouant aux djihadistes de l'époque, leur ont répondu « venez nous chercher, hein, on ne quittera pas ». C'est-à-dire, ils ont créé une enclave dans Hama. C'était des frères musulmans, c'est connu, mais tout ça c'est connu, oui. Et ils attendaient que Alep aussi se révolte. À Alep, il y a eu une petite manif qui a été aussi matée. Et ils accusent toujours les Alépins de n'avoir pas épaulé Hama en 82. La même chose, la même accusation porte pour les événements de la crise syrienne. Alep, c'est la dernière ville où il y a eu de timides manifs anti-Assad. C'est pour cela qu'ils l'ont détruite. Ils ont dit, on se vengera des Alépins. Et ils ont détruit la ville d'Alep. Vous voyez? Donc, pour revenir à Hama,
Alors, si vous écoutez les sources des frères musulmans, j'avais fait une contribution scientifique là-dessus. On vous dit qu'il y a eu entre 40 et 60 000 morts. Oui, les chiffres sont... Alors, je vais vous donner, moi, des choses beaucoup. On croit que ceux qui ne se sont pas rendus ont été effectivement bombardés. Et pour dire que ce n'était pas confessionnel, quelqu'un qui a participé à l'armée du côté Assad m'a dit « On avait l'ordre de tirer sur la mosquée et l'église pour dire que nous, on n'est pas anti-musulmans. » Et il m'a dit « Je te jure, c'est l'ordre qu'on a reçu. » Finalement, on pense qu'il y a eu entre 4 000 et 6 000 morts. C'est énorme, 4 000 et 6 000 morts. Vous voyez ? Après, et c'était, parce que aussi là, comme ces djihadistes investissent des lieux archéologiques en disant ils ne vont pas nous bombarder, ils ont investi le quartier des Noréas, un des plus beaux, des plus vieux de la ville de Hama. Alors, si vous me demandez mon avis, je vous dirais, moi j'aurais souhaité résoudre le problème de Hama sans recourir à la force. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre des gens qui vous disent « venez nous chercher » et qui sont armés avec des RPG, des mitrailleuses lourdes et qui tirent sur l'armée, voyez, et qui savent que non. Vous voyez, peut-être que Hafez al-Assad a beaucoup de choses à se reprocher, mais il faut voir que Hafez al-Assad a mené la guerre de 73, la guerre d'octobre. Et vous avez remarqué que moi je ne l'appelle ni la guerre du Guipour, ni la guerre du Ramadan. Parce que moi je suis laïque. C'est la guerre d'octobre. Elle a eu lieu le 6 octobre. Vous voyez ? Et c'est là où, bon, on ne va pas entrer dans les... Donc cette histoire de Hama, que tout ça c'est des mythes de l'histoire contemporaine. Vous voyez ? Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, pourquoi l'Occident s'est tu n'a rien fait? Oui. Pourquoi les Américains étaient au courant? Ah oui, oui, oui. Vous savez c'est intéressant comme détail au niveau de la philosophie de l'information. Qui a assisté au massacre de Hama? Le journaliste Fisk, il s'appelle, celui qui écrit toujours maintenant sur c'est Robert, je crois. Celui qui écrit sur celui qui prend souvent, il dit moi j'étais et il a été à Alep et il a décrit les islamistes et pour le discréditer parce qu'il dit la vérité et il n'est pas anti-Assad d'une manière systématique, on dit oui c'est quelqu'un de farfelu, pas du tout. Vous pouvez lire les articles de Robert Fisk, c'est génial. Il est sur le terrain. Il vous décrit des batailles entre islamistes et armées syriennes à Alep. C'est un des meilleurs connaisseurs du dossier syrien. C'est pour cela qu'il n'est pas connu en France. Parce qu'il s'oppose à la doxa de l'État qui ne veut pas avoir un avis contraire à la grande politique si brillante de M. Fabius. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, il est temps, je crois, que le gouvernement socialiste revoie sa diplomatie concernant le dossier syrien, pas seulement, mais enfin. Alors on me demande, Monsieur Tahan, quel est le rôle d'Israël dans ce continuel et triste chaos du Moyen-Orient? Alors, je vais vous dire, je vais prendre ça sous un angle assez particulier, parce qu'on n'en parle pas assez. Je connais bien les chrétiens du Proche-Orient, les musulmans, les minorités, pour y avoir enseigné à l'université d'Alep, être né là-bas, dans la région au nord, la Corne, là, je connais les Kurdes, je connais les Turkmènes, les Druzes, bref. Vous savez, ce qui gêne certains Israéliens, je ne dis pas tous, non, moi je vous avoue, je suis sûr qu'il y a des gens honnêtes en Israël et qui veulent la paix. Mais est-ce qu'un gouvernement forcément représente son peuple? Je ne le pense pas. Même quand si vous avez voté et celui à qui vous avez donné votre voix vous a déçu.
Vous pouvez le renverser? Vous ne pouvez pas, on est dans une démocratie. Bien. Sauf si, évidemment, tous les services secrets du monde essayent de le renverser. Je ne sais pas, moi, ils ont essayé avec Assad, ça n'a pas marché. Bref. Ce qui gêne certains sionistes chez les chrétiens d'Orient, c'est que, d'abord, les chrétiens d'Orient font concurrence à la civilisation judaïque. Pourquoi? Parce que toutes ces communautés chrétiennes ethnico-religieuses représentent l'Orient ancien. C'est-à-dire, ils sont les dépositaires d'un miracle du bassin de l'Euphrate, de la Mésopotamie. Ils sont issus des Akkadiens, des Assyriens, des Babyloniens. Vous voyez, la Syrie antique est énorme, est écrasante. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Cette Syrie antique conserve aussi les trésors de la civilisation juive ancienne. La première fois qu'il y a eu une représentation humaine dans l'art judaïque, c'est en Syrie. C'est à Dura Oropos, au bord de l'Euphrate, voyez-vous. Donc, ces chrétiens d'Orient entrent un peu en concurrence avec une certaine idée de la judaïté. Vous me suivez? C'est très subtil. Maintenant, ce qui est aussi compliqué, c'est que ils veulent bien qu'il y ait un chaos dans cette région pour justifier des États plus religieux que États-nations. Donc, si on prouve que les pays arabes ne peuvent pas tolérer les chrétiens, c'est la meilleure justification d'un État judaïque à 100%. Un État monoconfessionnel voilà. Israël. Voilà. Parce qu'en vérité, les autres États, Israël est monoconfessionnel, alors que le Liban ne l'est pas, la Syrie ne l'est pas. Aucun pays ne l'est. Je veux dire, bon... Il y a 10 millions de Coptes en Égypte. Voilà. Bon, évidemment, les frères musulmans vous diront ils sont à peine 3 millions. Mais ça, c'est, vous savez, s'il y a déjà 4 millions de chiites, non. Mais voilà, ça c'est un aspect. Mais je dis encore, je ne dis pas que les Juifs du monde entier ou tous les Israéliens pensent comme ça. Non. Mais ça travaille certains idéologues de l'État d'Israël et ça les a travaillés. Donc ça ne leur déplaît pas du tout qu'il y ait des États confessionnels et que Alep, avec ses 300 000 chrétiens, soit vidé de ses chrétiens. Vous voyez? D'ailleurs, vous voyez, ce qui a beaucoup nui, c'est pour cela que moi j'en veux beaucoup à l'Empire ottoman, c'est que l'exemple du génocide des Arméniens ouvre la porte à tout, tout est permis. Qui c'est qui maintenant, vous me dites, mais vous rêvez, vous allez prendre l'est de lac de Van qui est en Turquie où il n'y a plus d'Arméniens, il n'y a qu'une minorité qui se cache, qui se dit kurde ou alaouite ou je ne sais pas quoi, pour échapper à une nouvelle ségrégation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, voilà une communauté qui a pratiquement disparu géographiquement. Elle n'a plus son État. Hein. La deuxième chose, comme je vous ai dit, la guerre du Golfe contre l'Irak, et puis la création même d'Israël, parce que qu'est-ce qui est commun au niveau tactique entre la Haganah, tous les groupes avant 48 qui se sont attaqués? Etc., ouais. On bombarde. Écoutez, c'est pas moi qui dis ça, demandez aux Britanniques, ils ont fait des films là-dessus. D'ailleurs, beaucoup de Juifs le regrettent, ils ont dit c'est vrai. Nous, de Juifs israéliens, hein, on a pris ces villes, c'est vrai, qu'on a bombardé avant, on a fait des massacres, il y a eu des massacres de l'autre côté, mais ils le reconnaissent. Hein. C'est pareil ce que font les djihadistes. Ils bombardent une ville, un quartier, les gens prennent peur, fuient, ils investissent. Alors, peut-être que le double jeu d'Israël, c'est aider ces islamistes afin d'arriver à cette idée d'État religieux. Et c'est dans leur intérêt, finalement, qu'il n'y ait plus de chrétiens au Proche-Orient. L'affaire est close.
Hein. Vous voyez, il en est de même quand ils invitent les Juifs de France ou du monde entier à se rendre en Israël. Mais les Juifs français, ils se sentent français, il est heureux en France. Vous me dites, bon, avec les attentats, d'accord, oui, mais ce n'est pas une raison de dire que le salut, hein, c'est d'aller en Israël. Hein. Là, ce qu'ils ne peuvent pas faire en France, parce qu'il y a de la méchanceté là-dessous, hein, ils le font en Syrie, parce que la situation internationale l'autorise. Hein. Et là, d'une manière d'emblée, si vous voulez, les djihadistes et une certaine politique d'Israël se rejoignent quelque part. C'est ma lecture. Ouais, vous voyez, c'est ma lecture. Et comme je vous dis, je vous dirais, les chrétiens sont un peu gênants parce que, à l'image des Juifs, ils sont représentants de très vieilles civilisations et ils ne sont pas musulmans et ils ne sont pas juifs. Et ils représentent Ugarit, ils représentent, vous voyez. Et puis en plus, ils viennent un peu, j'ai envie de dire, presque contredire cette logique que veut imposer Israël d'un État juif, donc d'un État monoconfessionnel, alors qu'autour, en fait, ces musulmans soi-disant horribles, etc., vivent en fait dans des États qui sont laïques ou multiconfessionnels, on les appelle comme on veut, mais en tout cas, il n'y a pas de monoconfessionnel pour le moment. Mais en tout cas, ce qui est en train de se basculer, c'est que, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque justement on détruit ces États, ils deviennent monoconfessionnels, comme en Irak où les chrétiens ont été menacés à partir. n'existe pas. Voilà, après la présence, l'invasion américaine. Je veux dire, avant, il y avait des chrétiens en Irak. Mais bien sûr. Mais vous savez, si on remonte dans l'histoire, tous ces pays étaient chrétiens. C'est-à-dire, l'islam a mis 14 siècles, et je dirais malgré cela, il y a toujours des îlots civilisationnels de chrétiens. Hein? C'est peut-être grâce à la tolérance d'un certain islam à un moment donné, et c'est aussi à cause de l'intolérance de certains États musulmans dans l'histoire. Hein? Quand je vous ai parlé des racines de l'intégrisme ou de cette sauvagerie islamique d'aujourd'hui, mais il a des antécédents, les Hanbalites dont je vous parlais, ils faisaient des descentes à un moment donné à Bagdad, ils cassaient les magasins des juifs et des chrétiens qui vendaient du vin. Ils cassaient les instruments de musique. Comme quoi, ils interprètent un verset du Coran très mal. C'est le diable. Non, et ils interprètent que l'Arou el-Kalem, c'est dans le Coran, ils interprètent ça comme la musique, alors que c'est pas du tout, c'est les paroles vaines. Mais la musique n'est pas parole vaine. La musique, au contraire, elle est chargée de sens. Et c'est, comment dit Kulsoum, chanter, il marna hayat al-ruh, chanter, c'est la vie de l'âme. Hein, l'islam. D'ailleurs, je peux vous citer des histoires du prophète. On est entré une fois à la fête, il y avait quelqu'un qui jouait de la flûte dans la maison du prophète. Alors, le beau-père du prophète lui dit comment la flûte de Satan est dans la maison du prophète. Alors le prophète dit non, continuez à jouer, c'est la fête. C'est la meilleure preuve que l'islam n'interdit pas la musique, enfin. Alors si vous dites ça, on vous dit oui, mais ça c'est un hadith qui n'est pas sûr et certain. De toute manière, quand ça vous plaît pas, hein, vous dites c'est inauthentique. Hein. Quand ça vous plaît, eh ben, ça devient systématiquement authentique. Arrêtez, enfin. Arrêtez. Il faut que l'islam fasse son autocritique. Autrement, on s'en sortira jamais. On sera toujours à la traîne des nations. Enfin. Alors, je vais prendre les dernières questions, puisqu'on arrive à la fin. Alors, on me demande, voilà, une bonne question d'Alasso. Il me dit, la vraie question qu'on se pose, c'est le pourquoi du silence des masses musulmanes établies en Occident en ce qui concerne les massacres de la guerre au Yémen, en comparaison avec Gaza. Quelle est l'ampleur de l'influence saoudienne dans la propagande médiatique en Occident, qui participe également au positionnement de nombreux musulmans sur le conflit syrien? Il n'a pas tort, c'est vrai que on a vu les manifs hein, sur Gaza, on les voit, il y a des associations, etc. Mais sur le Yémen, c'est vrai que les musulmans ont été particulièrement silencieux. Je vais vous dire, est-ce qu'en France, on parle souvent du Yémen dans nos médias? Pas tant que ça, c'est vrai, il est vrai. Voilà. Oui, La réponse d'abord est là, hein, c'est qu'on occulte. Et lui il dit, est-ce qu'il n'y aurait pas
peut-être cette influence de l'Arabie, de ces réseaux. Il a raison, il a raison. Deuxièmement, il y a évidemment toute le Jazeera qui a la coalition arabe. Entre nous, ils sont en train de faire la guerre à ceux qui faisaient la guerre à Al-Qaïda. Au Yémen, qui luttait contre Daesh et Al-Qaïda? Les Zaïdites, les chiites. Alors, on arrive au troisième point, et là, il a raison aussi. C'est que, comme tu as dit au début, c'est que les chiites, dans le monde musulman, dans l'imaginaire sunnite, sont très mal représentés. On raconte un tas de choses sur eux. J'ai une copine syrienne sunnite qui m'a raconté cela. Elle m'a dit, tu sais, Bassam, quand j'étais petite, on me disait que les Alaouites, Dieu ne les a pas créés comme tout le monde. Au bout de la colonne vertébrale, ils ont une queue. Et elle me disait ça, elle me dit, c'est ce qu'on racontait depuis notre plus tendre enfance, contre l'autre communauté. Vous voyez. Alors maintenant, si vous allez, j'ai enseigné près de 30 ans en France, 35 ans, à des élèves de tout le monde arabe, mais essentiellement du Liban et du Maghreb. Et chaque fois qu'on avait abordé la question des chiites, je voyais tous les préjugés, toute la propagande anti-chiite. Alors, récemment, Khalfan, ce chef de la police et de la sécurité aux Émirats, a dit que pour faire face au mouvement des gens qui se convertaient au chiisme, les Émirats ont créé un comité qu'ils ont baptisé Tassannun, c'est-à-dire se sunniser, devenir sunnite. Devenir sunnite, oui. Et tu sais combien ils ont imparti comme 10 milliards de dollars pour investir dans ce projet-là. Voilà. Ouais. Pour pousser les gens à devenir sunnites et contrer l'influence chiite. Alors, je vais te dire pourquoi le chiisme a eu une vogue à un moment donné. Mais ça travaille, il y a beaucoup de conversions au chiisme. Par exemple, à Bruxelles, la communauté musulmane chiite est l'une des plus grandes de toute l'immigration. C'est qu'on compare souvent les mollahs, c'est-à-dire le clergé chiite, au clergé sunnite. Il n'y a pas en principe de clergé sunnite. Ben oui. Mais il y a des hommes de religion sunnite. Et souvent, je suis désolé, hein, l'image de beaucoup d'imams sunnites, c'est qu'ils sont achetés par le pétrodollar des monarchies du Golfe. Face, on nous représente les chiites libanais, surtout au Liban, comme des gens qui ont fait un vœu de pauvreté, qui sont là pour aider, qui sont ouverts d'esprit. Et on a vu les premières tendances à la conversion, entre guillemets, chiite au Liban, dans cette guerre civile. Alors maintenant, évidemment, les choses se compliquent parce qu'il y a toute la guerre de Syrie, l'expansion iranienne dans la région pour contrer le royaume saoudite et les pétromonarchies, parce qu'elles se sentent menacées, justement. C'est-à-dire, un musulman sunnite de la rue va comparer sunnisme, chiisme, il va dire, tiens, les chiites sont plus travailleurs, ils ont le nucléaire, ils sont moins nombreux que nous, ils ont, malgré les sanctions, ils progressent, nous qu'est-ce qu'on fait? On s'entretue. Et comme il n'y a pas de projet du côté arabe, forcément, les chiites ont du succès. Mais ils sont stoppés par quoi? Par cette image négative. On leur dit, regardez, mais c'est des mécréants. Comment pour la Ashura, la mort de Hussein, ils sont en train de s'ouvrir la tête, le sang coule, c'est inhumain. Alors que c'est un mythe du sacrifice. C'est un peu la messe, mais vécu autrement. Tu vois? Voilà, je crois,
que cette image négative dans l'imaginaire joue beaucoup. Ceci dit, moi je crois qu'il faut vraiment résoudre ce problème d'antagonisme chiite-sunnite. L'islam ne s'en portera que mieux. Il n'y a aucune raison. Et puis ça enlèvera peut-être un levier, parce que pour le moment on a l'impression que c'est un levier que l'Occident active sans cesse pour opposer les deux parties, quoi. Il y a très peu de choses qui les opposent, sinon, évidemment, des intérêts souvent personnels. Regardez par exemple Morsi, il y a une vidéo, c'est atroce, où on parle des chiites, on se moque d'eux, et lui sourit, l'ex-président frère musulman d'Égypte. Et vous savez, l'imam des chiites de Giza, dans cette partie du Caire, près des pyramides, a été lynché par les sunnites et voilà, impunément. Et personne ne s'en émeut, quoi, d'accord. Voilà, alors on ne parle pas du Yémen, il n'y a pas, c'est vrai, mais je crois que toute la communauté musulmane de France est aujourd'hui, vit un malaise, parce qu'on s'attend d'elle à beaucoup de choses, et l'on est incapable avec tous les problèmes qu'il y avait. Puis il faut voir, cette immigration était celle d'ouvriers, souvent au départ analphabètes. Moi, en tant que prof, je mise sur les musulmans, les générations musulmanes à venir en France, qui vont réformer l'islam et qui vont donner vraiment, qui vont être un étendard de lumière pour le reste du monde arabe. Si l'islam évolue vers le bien, ce n'est pas en Arabie Saoudite que cet islam va naître. Il va naître sur la terre de Gaulle. D'accord. En tout cas, ce sera la conclusion. Merci beaucoup Bassam d'être venu, puis tu reviendras. De toute façon, on s'est donné rendez-vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve, vous le savez maintenant, mercredi. Et d'ici là, voilà, merci à la régie, bien évidemment. Et merci aux modérateurs qui sont tous connectés. Là, je vois, ils sont bien nombreux ce soir pour cette émission. Je les salue. Merci à tous les métanautes, particulièrement certains anciens qu'on est bien content de revoir. Voilà, vous savez très bien, en tout cas, une chose. Comme à chaque fois, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao. Bravo.